En ce moment, il y a beaucoup de peur autour d'Ethereum. On sent que l'ambiance se dégrade un petit peu plus chaque jour et que de moins en moins de personnes croient à ce qu'il faut pour venir faire une grosse performance de prix comme tout le monde l'attendait et pour venir concurrencer les Layer 1 de nouvelle génération. Et en soi, l'évolution du prix d'Ethereum n'aide vraiment pas. On le sait que dans notre écosystème, si le token monte, c'est le meilleur projet du monde. Par contre, s'il baisse, c'est un énorme scam. Et là, ça fait un moment que Ethereum sous-performe Bitcoin. On est à moins 60% depuis le dernier point haut. Donc c'est pas étonnant de voir qu'il y a autant de feud autour de ce projet. Mais la question qu'on peut se poser, je pense que c'est la 4e vidéo que je fais sur ce sujet depuis le début de ma chaîne, c'est est-ce que toute cette peur autour d'Ethereum est justifiée et quels sont les points critiques et est-ce que c'est vraiment concrètement la fin de la dominance d'Ethereum ou est-ce que c'est juste une période où on aura à nouveau une grosse performance du deuxième roi des crypto-monnaies? C'est les questions qu'on va se poser dans cette vidéo. Les mecs là qui veulent des vidéos bien tech et qui me disent que ouais Iril tu fais plus de tech, celle-là elle est pour vous. Donc vous allez la regarder jusqu'au bout, je vous jure que vous allez la regarder jusqu'au bout, vous allez aimer la vidéo et vous allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Juste avant de continuer la vidéo, je vous rappelle l'existence de Crypto Recherche qui est le plus gros groupe francophone d'investissement privé que je gère avec Paul Crypto Formation. On fait des analyses, on fait des rapports, on fait des mappings de narratifs. Vous avez un tableur de suivi de portefeuille qui vous est offert si jamais vous vous abonnez. Le lien est dans la description, 10% sur le premier mois avec ce code. Si vous aimez ce que je fais ici, sur le groupe, c'est la même chose avec un petit peu plus d'investissement. Donc ça devrait vous plaire. Pour commencer, on entend pas mal de critiques concernant la technologie sur laquelle repose Ethereum. Ça fait un moment que Ethereum a choisi de privilégier une approche modulaire. Ça veut dire concrètement que les différentes fonctions de la blockchain sont séparées pour venir améliorer la scalabilité et l'efficacité du réseau. Les Layer 2 comme Arbitrum ou Optimism se chargent d'exécuter les transactions hors de la blockchain principale, Ethereum, et ils ne postent que le résultat sur le Layer 1. Ça permet quoi? Ça permet concrètement d'augmenter le nombre de transactions et de baisser les frais par transaction. Donc sur le papier, c'est une super idée, mais dans la réalité, ça pose quand même pas mal de problèmes. Aujourd'hui, des Layer 2 d'Ethereum, on en a à la pelle. Au total, si on les compte tous, on en a 141. Et je dis bien si on les compte tous, parce qu'on peut tous les classer dans différentes catégories, vu qu'ils ont des particularités techniques assez différentes. On a les Optimistic Rollup, les ZK Rollup, les Validium, les Sidechain, tout ça, c'est tous des Layer 2 différents, avec des fonctionnements différents. Donc bon, au-delà du fait que c'est absolument imbuvable pour un débutant qui veut juste s'intéresser au fonctionnement d'Ethereum, c'est aussi un enfer pour les développeurs. En fait, ce que cherchent les développeurs, c'est une solution qui est simple et qui est efficace, qui permet d'attirer les utilisateurs. Sur Ethereum, on a l'impression que tout le monde est un peu en train de build dans son coin pour se faire une place dans l'écosystème, quitte à vraiment oublier ce que veut vraiment l'utilisateur final. L'utilisateur final, il veut quoi? Il veut une blockchain qui est facile à utiliser et qui est pas chère. C'est tout, et qui est rapide, c'est possible. C'est pour ça qu'on a vu l'ascension de blockchains beaucoup plus simples d'utilisation, comme Solana ou Sui, qui certes sont moins décentralisés, certes sont moins sécurisés. On peut avoir beaucoup plus de failles, beaucoup plus d'arrêts, mais en soi, 99% du temps, ça va plus vite et c'est beaucoup plus facile. L'autre problème d'Ethereum, c'est que la multiplication des Layer 2, elle crée une sorte de divergence des opinions sur ce que doit être concrètement Ethereum, que ça soit d'un point de vue philosophique ou même technologique. La vision très cypherpunk qu'avait Vitalik, le créateur, en développant Ethereum, elle commence à perdre en attractivité. Quand on est face à une concurrence qui est toujours plus rapide, toujours moins chère, les développeurs, ils vont où? Ils vont là où il y a de l'efficacité plutôt que de la décentralisation et de la sécurité. D'ailleurs, on peut le voir ici sur L2Bits que seulement 3 rollups ont complété toutes les conditions de sécurité qui sont recommandées. Et regardez, c'est pas pour autant qu'ils attirent plus d'utilisateurs. La vérité, c'est qu'on n'est plus en 2016. La majorité des gens qui utilisent la blockchain en 2025, c'est plus des cypherpunks qui idéalisent la décentralisation. Les utilisateurs et les développeurs, ils veulent juste quelque chose qui fonctionne bien, qui leur coûte pas une blinde, un rein, un bras, une jambe, un doigt, ce que vous voulez. Peut-être le doigt, on va éviter la vanne. Et pour être honnête, pour le coup, Ethereum a fait pas mal de progrès à ce niveau-là. Avec la mise à jour d'Encun et l'intégration des blobs, les frais de transaction, ils se sont effondrés sur les Layer 2. Vous le voyez ici sur le data avec les chartes rouges et bleues qui sont trouvées. Faut que ça veut dire quoi. Et pour le coup, ça risque de continuer cette année. Les blobs, c'est la solution qui a été trouvée pour venir réduire les frais de stockage des données sur Ethereum. C'est une sorte de grande poche qu'on vient coller sur un bloc qui va permettre de stocker des données et qui a la possibilité de s'auto-détruire au bout d'un certain temps. On prend les données dont on a besoin mais qu'on n'aura plus besoin au bout d'un moment, on les attache et dès qu'on en a plus besoin, elles s'autodétruisent et elles se suppriment. Toutes les données qui sont nécessaires à la validation d'un bloc, elles sont stockées dedans. Et quand les nœuds ont validé le bloc, ces données qui ne servent plus à rien, on les efface. Et avec la nouvelle mise à jour, le IP 4844, Ethereum a introduit un nombre maximum de 6 blobs par bloc. En fait, ça va de 0 à 6, c'est en fonction de la demande, ça s'adapte automatiquement. Mais pour garder les frais assez stables, le nombre idéal c'est 3. En théorie, tout ça, ça permet de faire passer 210 transactions par seconde en plus. À l'époque, c'était largement suffisant pour venir alléger la charge des Layer 2 et pour réduire les frais. Mais depuis, les rollups, ils sont beaucoup plus
plus utilisé. Regardez ici l'espace vert. Et la demande pour de l'espace de stockage, elle a suivi. Aujourd'hui, les blobs, ils sont saturés. Sur les dernières 24 heures, on a été obligé d'attacher 6 blobs par bloc pendant 21,4% du temps. Et ça, c'était une journée qui était assez classique. Quand on dépasse les 3 blobs par bloc, les frais augmentent et les rollups ne peuvent pas traiter autant de transactions qu'ils le voudraient. Et c'est là qu'entre en jeu la nouvelle mise à jour, la mise à jour Pectra d'Ethereum, qui devrait avoir lieu en 2 étapes. La première étape, mars 2025, la deuxième, fin 2025, début 2026. Les connaissances, ça sera milieu 2026. Jusqu'à maintenant, les blocs, ils pouvaient contenir jusqu'à 6 blobs, avec un objectif de 3 blobs par bloc, 3 paquets de données à chaque bloc. Ok. Au mois de mars, on aura une augmentation de ces limites à un maximum de 9 blobs par bloc, avec un objectif de 6 blobs en moyenne. Je vous vois, hein, ceux qui disaient il n'y a plus de vidéothèque chez Eril. J'espère que vous suivez, hein. Non, en vrai, c'est si geek ce qui se passe, putain. Bon, évidemment, je suis bien conscient qu'on dirait du chinois. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que tout ça, ça permet d'augmenter le nombre de transactions qui peuvent être traitées et de les faire passer d'en moyenne 210 transactions à 436 transactions par seconde. Donc, c'est une belle augmentation qui devrait augmenter la capacité des rollups à gérer les transactions et à diminuer les frais. Mais là où ça va devenir vraiment intéressant, c'est avec Fusaka, qui est la deuxième partie de cette mise à jour. Fusaka, elle va permettre d'ajouter 2 nouveautés qui sont le PIR DAS et le EOF, le Ethereum Object Format. Sans vraiment rentrer dans les détails, la première, elle va permettre à Ethereum de stocker, d'accéder aux données des Layer 2 de manière beaucoup plus efficace. Et la deuxième, elle va améliorer la structure et l'exécution des smart contracts en mettant à jour l'Ethereum Virtual Machine. D'après Vitalik, ces implémentations, elles permettraient d'immédiatement multiplier le nombre de blobs par 2 à 4. Donc ça nous donnerait une capacité de gérer entre théoriquement 870 et 1700 transactions par seconde. Si je vous parle autant des fameux blobs, c'est parce qu'ils sont au centre de la roadmap d'Ethereum. C'est devenu le nouveau truc très important. Sur le long terme, le but, c'est d'en augmenter petit à petit le nombre pour au final être théoriquement capable de gérer 100 000 transactions par seconde. Mais c'est pas pour tout de suite et il va encore falloir attendre quelques années avant qu'on arrive à ce stade. De toute façon, la critique principale qu'on entend, c'est pas vraiment la scalabilité, c'est l'expérience utilisateur. Le truc, c'est que avec tous ces layers 2 qui ont tous leur propre manière de fonctionner, on a fini par se retrouver avec un écosystème qui est complètement fragmenté. Aujourd'hui, les fragmentations sur Ethereum et sur ces layers 2, c'est un vrai problème qui ralentit autant les utilisateurs que les devs. À la base, l'idée des layers 2, c'était vraiment d'essayer d'améliorer la scalabilité, de réduire les frais, mais sans sacrifier la sécurité. Mais en réalité, ça a surtout diviser l'écosystème en plusieurs silos qui ne communiquent pas bien. Et le résultat, c'est qu'on a une expérience utilisateur qui est beaucoup plus compliquée et un casse-tête pour les développeurs. Quand un utilisateur arrive sur Ether, il doit choisir sur quel L2 il va devoir évoluer. Est-ce que tu vas sur Arbitrum, est-ce que tu vas sur Optimism, sur Zcasting, sur Base? Et ensuite, une fois qu'il a déposé ses fonds sur Layer 2, il est coincé. S'il veut utiliser une application qui tourne sur une autre Layer 2, il doit forcément les bridger. Déjà, c'est lent, ça coûte cher, mais aussi c'est risqué, vu que les bridges sont souvent la cible d'attaque. Au lieu d'avoir un réseau qui est fluide et qui est interopérable, chaque utilisateur est enfermé dans son écosystème avec des grosses barrières à l'entrée et à la sortie. Pour les développeurs, c'est pas mieux. Développer une application sur Ethereum, ça veut dire qu'on doit choisir où la déployer. Soit sur le Layer 1, où les frais sont très élevés et où les performances sont très limitées, soit sur un Layer 2 avec le risque de se couper d'une partie des utilisateurs. Et imaginons qu'on soit un dev un petit peu foufou et qu'on veut venir toucher plusieurs Layer 2 à la fois, on doit multiplier les déploiements, on doit gérer l'interopérabilité entre chaque version de son application, enfin c'est trop chiant. Alors que ce qu'on cherche à la base, c'est d'avoir un environnement qui est unique et cohérent. Ethereum, c'est devenu une sorte de mosaïque de solutions fragmentées où chaque choix technique entraîne des concessions. Et ça complique tout, que ce soit pour les utilisateurs qui doivent jongler entre plusieurs écosystèmes, payer des frais à chaque mouvement, et pour les développeurs qui doivent faire des efforts de dingue pour toucher une audience qui est dispersée. Alors que concrètement, la blockchain, par rapport aux développeurs, elle arrive en disant ok, si tu crées quelque chose de bon, tu vas toucher une large audience. Là, le développeur, il doit créer quelque chose de bon, et en plus, il doit réfléchir à comment est-ce que je touche cette fameuse large audience. Tant que cette séparation elle sera pas résolue, Ethereum restera un environnement très complexe à utiliser et bien loin de la belle expérience fluide que tout le monde attend. La bonne nouvelle, c'est que les problèmes ils sont identifiés et il y a des solutions qui sont en cours de développement. Mais entre la théorie et la pratique, il y a encore un gouffre. L'idée de venir standardiser les interactions entre les layers 2, ça repose sur plusieurs axes techniques. Des adresses qui sont spécifiques aux blockchains pour venir simplifier les transactions cross-chain, des bridges standardisés sans besoin de confiance externe et une meilleure interopérabilité entre le Layer 1 Ethereum et les Layer 2. Sur le papier, la roadmap, elle est claire, mais dans la réalité, on est encore très loin. Le premier problème, il vient de l'adoption de ces solutions. Les Layer 2, elles évoluent chacune de leur côté, avec des modèles économiques et techniques parfois incompatibles. Et donc, même si Ethereum sert de point d'ancrage commun, il y a
aucun standard unique qui ne s'est encore imposé pour la communication entre ces layers 2. La majorité des bridges entre ces réseaux, elles reposent vraiment sur des systèmes qui sont centralisés, ce qui va encore à l'encontre de la sécurité qu'Ethereum est censé garantir. La proposition d'un système sans besoin de confiance externe, elle est ambitieuse, mais elle demande une coordination que pour l'instant, personne n'a initiée à grande échelle. Donc la mise en place de ces solutions, elle dépend autant des développeurs que d'Ethereum. La fondation Ethereum et les grands acteurs de l'écosystème pourraient donc imposer des standards, mais pour l'instant, ils préfèrent laisser les layers 2 expérimenter, faire des petits tests et continuer d'évoluer à leur propre rythme. Donc, on a un consensus sur le problème, mais on n'a pas encore d'unité sur la solution. Tout le monde sait que c'est la merde, mais comment concrètement on fait pour s'en sortir? Ça devient très compliqué parce que à l'intérieur de cette grande roadmap, il y a plein d'intérêts croisés qui sont en train de se développer avec les développeurs de Layer 2 qui veulent leur bout de viande et tout le monde commence à créer ces intérêts qui peuvent être assez croisés par rapport à ce qui se fait. Pour que cette unification devienne une réalité, il faudrait qu'on ait une impulsion beaucoup plus forte de la part des grandes équipes de dev et d'applications majeures. Tant que ces efforts resteront dispersés, Ethereum continuera à souffrir d'un écosystème qui est fragmenté. Les potes, je fais une petite pause. Vous la voyez la vidéo bien tech. Elle prend beaucoup de temps. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. En ce moment, il y a clairement des tensions qui montent dans l'écosystème Ethereum. On a des désaccords sur la stratégie long terme, on a des problèmes de gouvernance, on a de la perte d'influence du Layer 1 contre le Layer 2. La situation, elle devient de plus en plus le bordel. Et ce qui ressort surtout, c'est qu'on a un manque de leadership du côté de la fondation Ethereum. Depuis qu'Ethereum a misé sur l'approche modulaire vers les Layer 2, tout le monde est plus aligné sur la même longueur d'onde. D'un côté, on a ceux qui pensent que la stratégie c'est la seule viable pour garantir scalabilité et sécurité. De l'autre, on a ceux qui estiment qu'on a juste refilé le problème au Layer 2, donc on a fragmenté l'expérience utilisateur et on a rendu la Layer 1 de moins en moins intéressante pour le grand public. Le vrai problème derrière tout ça, c'est que on a un manque de leadership. Vitalik Buterin est de plus en plus en retrait et la fondation Ethereum, elle laisse faire sans vraiment imposer de direction claire. Donc personne ne sait vraiment qui prend les décisions ni sur quelle timeline. Pendant ce temps, on a tous les acteurs qui poussent leurs propres agendas, les core devs qui veulent garder la main sur les mises à jour techniques mais qui avancent très lentement et qui n'ont pas de roadmap, les Layer 2 qui réclament plus d'intégration avec Ethereum et qui veulent des standards pour éviter la fragmentation actuelle, mais rien n'avance. Et les grosses applis comme Uniswap, Aave ou Lido qui veulent plus de flexibilité et qui veulent des changements qui les arrangent économiquement et on peut pas les blâmer pour ça. Donc l'ambiance pour leur réunion, ça doit pas être petit café, petite musique, non, je pense pas. En plus de ça, Joseph Lubin, qui est le cofondateur d'Ethereum et le PDG de Consensus, il a carrément appelé à un renouvellement de la direction et il demande qu'on ait le remplacement de l'actuelle directrice exécutive Aya Miyaguchi. D'après lui, la gouvernance actuelle elle est trop rigide et elle ne répond plus aux besoins de l'écosystème. Il faut aller vite. Quand un mec comme Lubin, qui gère l'un des plus gros acteurs de l'écosystème, Consensus, c'est les mecs derrière MetaMask, prend position aussi ouvertement, c'est qu'il y a un vrai problème. Et il n'est pas le seul à le penser. Un autre idéal qui trompe pas, c'est l'annonce du départ d'Eric Conner, qui est une figure importante de l'écosystème Ethereum, qui a ouvertement critiqué Vitalik pour son manque de leadership dans la gestion de la fondation. Le problème, c'est qu'Ethereum est censé être un réseau décentralisé, mais en interne, c'est encore géré par une poignée de personnes. Certains reprochent à Vitalik d'avoir trop de contrôle, d'autres lui reprochent au contraire de s'effacer et de laisser un vide. C'est compliqué. Lui, il est pas dans la meilleure position. On peut lui attribuer pas mal de problèmes. Ça reste l'un des plus gros génies de cet écosystème. C'est un peu comme quand il y avait Messi au Barça. Dès que ça gagnait, c'était grâce à Messi. Dès que ça perdait, c'était à cause de Messi. La métaphore foot est bancale, mais vous avez compris. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'on a une grosse tension interne sur Ether qui freine tout. Vitalik, forcément, il a reçu beaucoup de critiques. Il a lui-même détaillé sur son compte X que cette refonte elle est en cours depuis près d'un an. C'est un aveu clair que la fondation Ethereum doit évoluer pour s'adapter aux nouveaux enjeux. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes, et vous savez que l'incertitude, ça plaît pas du tout au marché. Surtout quand on a une accumulation des doutes. Oui, Ethereum arrive à attirer les meilleurs développeurs, a accès à une énorme trésorerie pour financer le développement. Pourtant, on sent que les améliorations n'arrivent objectivement pas assez vite. On a été habitué à des retards et on a été habitué à des promesses non respectées. En partie à cause sûrement de ce manque de leadership clair, mais surtout parce qu'Ethereum est devenu une énorme machine. On parle d'un protocole qui a 65 milliards de TVL rien que sur le Layer 1. La moindre faille de sécurité dans une mise à jour et c'est l'entièreté de l'écosystème crypto qui se fait démonter. On parle d'un risque qui est systémique. Donc évidemment, c'est pas plus mal qu'ils prennent leur temps. Le problème, c'est que la concurrence derrière, elle est beaucoup moins affectée. Donc elle peut essayer de rattraper. Le fait que des projets comme Solana soient beaucoup plus centralisés, ça leur permet d'intégrer beaucoup plus rapidement des nouvelles fonctionnalités. C'est un peu comme les bars pendant le Covid qu'on avait rien à foutre et qui ouvraient quand même. Au final, il y avait plus de monde qui restait dans ce bar. Alors que t'avais le bar qui disait pas plus de 3 personnes à la table, t'es obligé de rester assis. Personne. Donc concrètement, j'ai aucun doute sur le fait qu'Ethereum arrivera au bout de sa roadmap d'ici 10 ans. On aura les 100 000 transactions par seconde et les problèmes de fragmentation ils seront réglés. Mais à la vitesse où on va en ce moment,
Est-ce qu'on fera pas mieux ailleurs d'ici là? C'est une question qu'on entend souvent en ce moment et ça montre l'incertitude du marché sur le long terme. La vraie réponse, je pense, c'est que très peu de personnes sont assez qualifiées pour y répondre. Je pourrais vous dire que oui, je pourrais vous dire que non, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup trop d'enjeux autour de ça. Et oui, peut-être que si on va plus vite, c'est cool, mais au bout d'un moment, peut-être qu'on délaisse la sécurité, donc on crée une bombe à retardement. Bref, c'est des problèmes très techniques, très fondamentaux, basés sur du code, et j'ai pas du tout le bagage technique pour vous répondre. Par contre, ce que je sais, c'est que le marché déteste une chose par-dessus tout, mais déteste une chose, c'est l'incertitude. Rien que faire toutes les recherches pour cette vidéo, ça a été un enfer, tellement les informations sur les nouveautés, elles sont partout et nulle part. Et quand enfin on les trouve, on est submergé par une tonne de détails techniques que 95% des gens comprennent pas. Rien n'est fait pour simplifier le jargon technique pour que les gens qui sont pas devs comprennent. Bah d'ailleurs sur cette vidéo là je pense qu'on est plus que 10. Et même les 10, qu'est-ce que vous faites là? On a parlé de blob. Je vous l'ai déjà montré sur cette chaîne, mais regardez la roadmap d'Ethereum. Regardez-moi cette horreur. Je pourrais faire 5 vidéos tellement que ça part dans tous les sens et que c'est rempli de trucs incompréhensibles. Donc forcément, c'est pas un tyran pour l'investisseur lambda. Même sur Twitter, c'est pas très accueillant et c'est simplement une impression personnelle, attention. Mais de ce que j'ai vu, la communauté Ethereum, elle est assez élitiste. J'ai même envie de dire, elle est toxique. Même la PDG de Succint Labs a dit que c'était un environnement qui peut être très démotivant pour les développeurs et que par exemple les gens sur Solana ont l'air de s'amuser 100 fois plus en développant. Pour autant, je pense que c'est aussi beaucoup influencé par la sous-performance d'Ethereum. Ça revient à ce qu'on disait. C'est que là, si demain Ethereum nous fait un 2500, tout 4500, 5000, Ethereum redevient le génie endormi qui a hiberné pendant plusieurs mois mais qui reprend sa place. Il faut pas négliger cet aspect. C'est que tout en crypto est jugé au physique. Et le physique, c'est quoi? C'est la performance du jeton. Et cette sous-performance, pour moi, elle est en partie due à la perte d'utilité du jeton. Si on regarde une grande partie de l'activité, elle a quitté le Layer 1 pour aller vers le Layer 2. C'est ce qui était voulu. Regardez, on voit les net flows sur un an, on a 6 milliards de dollars qui sont sortis de Layer 1 et elles sont réparties sur Base, Optimism, etc. Ok. Le problème, c'est que Ethereum est basé sur un système où on a une partie des frais de transaction qui sont brûlés pour essayer de rendre le jeton déflationniste. Si l'activité, elle se fait sur les Layer 2, où les frais sont 10 fois plus faibles, bah ça fait 10 fois moins d'Ether qui sont brûlés. Et Ethereum redevient inflationniste. Si on regarde un petit peu l'évolution du taux d'inflation, on voit que c'est la mise à jour de mars 2024 qui a intégré les blobs, qui a inversé cette tendance. Le truc, c'est que d'ici 2 mois, on aura la mise à jour Pectra, qui risque encore de faire baisser les frais sur les Layer 2, donc encore moins de jetons brûlés et plus d'inflation. Vitalik, en fin janvier, il avait fait un article où il parlait du rôle d'Ethereum. Et pour lui, il faut renforcer le rôle du jeton ETH comme l'actif principal de l'économie Ethereum. Ça passe par quoi? Bah par le soutien aux applications qui utilisent l'Ether comme collatéral, mais on peut aussi avoir des incitations pour que par exemple les Layer 2, ils utilisent des mécanismes qui favorisent l'utilisation de l'Ether dans leur fonctionnement. Parce qu'on l'a vu, ça ne marche pas pour le token. On l'a vu avec Cosmos. Si un jeton n'est pas au centre de son écosystème, c'est problématique. Vitalik, il a aussi proposé d'instaurer un prix minimum pour les blobs qui leur permettrait de brûler apparemment jusqu'à 713 000 ETH par an. Ça permettrait de réintroduire une sorte de boucle de capture de valeur pour Ethereum, mais pour l'instant c'est que des idées et rien n'a été fait. Parce que la mise à jour va être longue et en plus de ça, je pense pas que les Layer 2 soient vraiment ravis d'apprendre qu'on ait l'instauration d'un prix minimum pour les blobs, vu qu'ils seront obligés de répercuter les frais sur les utilisateurs. C'est très compliqué. Oui, le mauvais marketing, les tensions internes et le jeton qui sous-performe, c'est un frein. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin d'Ethereum? Je pense sincèrement que non. Même si des concurrents avec une image un petit peu plus fun arrivent à gratter des parts de marché et à le dépasser en termes de revenus, Ethereum garde son image de Layer 2 le plus sûr de l'écosystème, après Bitcoin évidemment. Les grosses applications DeFi qui gèrent des milliards, elles préfèrent encore aller sur Ethereum plutôt que sur Solana. Pour ce qui est de la fragmentation, c'est un problème aujourd'hui, mais c'est aussi une opportunité. Si les Layer 2 arrivent à s'unifier sous une sorte de standard d'interopérabilité, Ethereum pourrait très bien devenir une sorte de socle du Web3 où chaque application choisit son niveau de performance et de sécurité. La transition vers cette vision, elle va prendre du temps, c'est sûr et certain, mais elle pourrait solidifier Ethereum sur le long terme. Il va aussi falloir trouver une solution au problème de leadership en interne, et pour ce qui est du token, c'est loin d'être ma plus grosse position, mais j'en ai toujours un petit peu en portefeuille. Je pense sincèrement qu'Ethereum va performer pendant la suite de ce cycle, et je le vois aller chercher minimum son ATH, voire plus. J'avais parlé de 7 000 $, je suis toujours dans cette zone-là. C'est un token qui a toujours sa place dans sa portefeuille équilibré, mais c'est de moins en moins le choix le plus évident pour les nouveaux entrants. Après, ça reste quand même la colonne vertébrale du Web3. C'est un projet qui est habitué à nous surprendre, donc si les développeurs trouvent une solution au problème de gouvernance et de fragmentation, ils pourraient bien le faire une nouvelle fois cette année ou l'année prochaine. Cette vidéo Bientech m'a pris beaucoup de temps dans les recherches. Si jamais vous pouvez aimer et vous abonner, ça serait avec grand plaisir. Ether, c'est un sujet qui est très compliqué et je peux pas être expert de tous les projets, donc peut-être que je me suis trompé par moment. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me dire la vision que vous avez sur Ether pour 2025-2026. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Merci beaucoup, c'était Iril, prenez soin de vous, ciao les potes.